Amis camping-caristes, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Technique Camping-Car, une chaîne où on parle uniquement de technique. Je ne vous vends rien, je ne touche rien sur le matériel et je ne vends pas de prestations. Voilà. Je ne vous demande pas le pouce, je ne vous demande pas de vous abonner. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Si ça vous intéresse, vous abonnez pour être informé des nouvelles vidéos, mais bon, c'est pas une obligation. La dernière vidéo que j'ai sortie, la numéro 64, où on parlait de gestion technique des camping-cars, les camping-cars sont équipés de différents matériels et aucun ne communique entre eux. Les marchands de camping-cars, ils assemblent du mobilier, ils achètent un chauffage à droite, une batterie à gauche, et puis voilà, mais rien d'intelligent, rien ne communique entre eux. Et c'est ce que je me suis attaqué à faire avec de petits processeurs ESP32. Et dans ma dernière vidéo, la 64, je vous ai fait voir comment détecter la présence tension quand vous avez votre secteur qui est branché sur une borne de 220 volts dans un terrain de camping ou une aire de camping-car. Cette détection permet, avec un autre ESP qui est placé à l'avant du camping-car, et lui détecte quand vous tournez la clé, quand votre camping-car démarre, vous avez une tension 12 volts qui arrive sur le DC-DC pour ceux qui en ont un, et je récupère cette tension 12 volts pour faire démarrer un ESP qui lui va dire attention, le moteur tourne, il va dialoguer avec le ESP qui est sur le 220 volts, et si les deux sont alimentés, ça veut dire qu'il y a un problème, on ne peut pas démarrer avec le 220 branché. Je dis ça parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. Je suis très étourdi, et là, il y a un petit buzzer qui va sonner. Donc ça, c'est la vidéo 64. Dans une vidéo 51, j'ai expliqué comment on pouvait mesurer des niveaux d'eau dans un réservoir avec de l'ultrason. Dans la vidéo 57, j'ai expliqué comment faire de même avec des pressions différentielles de colonnes d'eau. Et j'ai expliqué aussi, j'ai fait voir comment je montais les ultrasons sur mon camping-car. Pourquoi? Parce que je fais du développement chez moi avec mon matériel, mon ordinateur, et puis après je vais installer. Là c'est la même chose, je vais vous faire voir certaines choses que je vais installer d'ici quelques temps quand je serai dans mon camping-car. Donc sur la vidéo 57, je vous invite à aller voir à la 23e minute et 10 secondes exactement. Je vous fais voir comment installer l'ultrason sur le bouchon du réservoir, un bouchon comme ça, voilà, je suis bien en face. Là j'ai fait des trous dedans pour pouvoir mettre le sujet d'aujourd'hui, qui est, si je le retrouve, un détecteur, ça y est, je l'ai perdu. J'ai tellement de bordel sur mon bureau. Bon, ben, ah voilà, il est là. Voilà, ça, c'est un détecteur laser. Donc on ne va pas mesurer le niveau d'eau avec de l'ultrason, mais avec un laser. Ça vaut une douzaine d'euros, qu'on raccorde à un ESP32 qui coûte 3-4 euros, et puis voilà, avec ça, vous faites une mesure de niveau. C'est peu cher, et c'est pas mal le laser. On va voir ça tout de suite après, dans les explications que je vais vous donner, et surtout le code que je vais vous donner. Par contre, avec le laser, ça va nécessiter de faire un petit, petite impression 3D avec du PLA pour faire un flotteur, parce que le laser ne marche pas sur l'eau. Il faut qu'il y ait une surface, je dirais, non, qui est différente de l'eau, parce que l'eau, ça absorbe les ondes, enfin le laser. Donc voilà, il faut faire un petit flotteur. Je vais vous mettre le PLA, le STL du dessin du flotteur, que vous pourrez adapter, bien sûr, à votre bouchon. On va revenir là-dessus. Alors, je vais vous faire voir aussi comment s'affiche sur un petit écran, et là, je vais vous donner le code aussi. Voilà, l'écran. Alors ça vaut moins de 50 euros. Vous avez un ESP à l'intérieur, qui communique en ondes radio avec les autres du camping-car. Et là, dans le cas de figure ici, j'affiche le niveau de liquide avec... Là, je vais le bouger avec le laser. Vous voyez, là, j'ai bougé. Et là, l'avantage par rapport à ce que vous avez dans vos camping-cars, c'est que vous avez une précision en litres très précise.
Je vais même jusqu'à mettre le dixième de litre, mais c'est pas vraiment utile. Et j'affiche aussi le pourcentage. Vous voyez qu'il y a une graduation sur l'eau propre et l'eau usée. Il suffira simplement de mettre le volume de vos réservoirs en dur dans le programme. Je vous expliquerai comment faire pour que la graduation, que ce soit pour l'eau propre et l'eau usée, s'adapte automatiquement. C'est pas plus compliqué que ça. Et l'eau usée, bon bah là je ne l'ai pas fait, mais, parce que je teste que sur un, mais dans la vidéo je vais vous faire voir comment on peut passer de eau usée à eau propre, soit avec des mesures laser, que nous allons voir, soit avec les anciennes mesures ultrasons. Donc ceux qui ont installé déjà le système ultrason, il n'y aura plus qu'à téléverser le nouveau programme pour pouvoir afficher sur l'écran. Alors, en cliquant sur l'écran, on a des températures. Là, c'est la température du soufflage de mon chauffage gasoil. Vous avez la température et l'humidité relative. Ça, c'est mesuré avec, je vais vous faire voir, des petites sondes comme ça, hein, que vous avez un peu partout. Je l'ai mis à l'envers, on va le remettre à l'endroit. Voilà. Ça, c'est humidité et température. J'en ai d'autres. On va essayer de le mettre dans le bon sens. Voilà. Et là, ça fait que température. À chaque fois, je mets une petite étiquette pour dire où ça va. Ça va dans le congélateur de mon camping-car, hein, dans la partie haute. Et en dessous, les numéros que vous voyez, c'est l'adresse MAC, que vous pouvez très facilement récupérer pour mettre dans les applications que je vous montre. Et notre application, avec un ESP, lit toutes les sondes et fait tous les calculs. Alors au niveau des calculs, vous les avez en dessous. Là, je vais me rapprocher. Vous avez la température bulbe humide, la température point de rosée, les enthalpies, l'humidité spécifique, le volume spécifique, la densité de l'air humide et l'oxygène, hein, la quantité d'oxygène en masse par rapport à 1 mètre cube. Et vous avez également la pression atmosphérique. Alors la pression atmosphérique, pour l'instant, elle est rentrée en dur dans le programme. Mais je vais mettre un petit composant qui permet de mesurer réellement la pression atmosphérique pour avoir des choses beaucoup plus précises. Voilà pour l'afficheur. Bon, il y a quelques personnes qui m'ont demandé aussi s'il était possible de mesurer par le dessous du réservoir. Alors évidemment, mettre un rayon laser en dessous, il va falloir percer, il va y avoir des problèmes d'étanchéité. Mais il y a une autre solution que je vais vous faire voir tout de suite après, avec un transducteur, c'est de mettre un détecteur sous la cuve qui va faire vibrer une certaine fréquence, une céramique, qui va, elle, faire vibrer la paroi, va faire vibrer l'eau, et avec les temps de transit, on doit pouvoir mesurer le niveau d'eau. Donc je vais vous faire voir tout de suite ce que ça donne, et après on passera directement au développement. Alors le principe de mesure par transducteur piezo non intrusif. Alors on dit que c'est non intrusif parce qu'il n'y a pas besoin de percer la paroi du réservoir, il suffit de coller un piezo sous la paroi pour mesurer le niveau de liquide au-dessus. En sachant qu'on peut très bien faire la même chose sur le dessus du réservoir, mais c'est plus compliqué parce qu'il faut traverser l'air avant d'atteindre l'eau. Là, j'ai marqué que la transmission de l'eau est de 1480 mètres secondes avec de l'eau à 20 degrés. Évidemment, si l'eau n'est pas à 20 degrés, les variations, les vitesses changent. Donc comment ça marche? Le piezo vibre entre 0,5 et 2 MHz, hein, ça dépend un petit peu des caractéristiques de celui-ci et de ce qu'on veut obtenir. Ça passe dans un gel, il faut mettre un gel, c'est comme une échographie, hein, parce que le gel va permettre de boucher tous les pores, toute la partie rugueuse, quelle que soit la matière, même si ça paraît bien lisse. Hein. Donc le gel évite toutes les cavités, donc ça permet de bien transmettre les vibrations à, je dirais, entre 0,5 et 2 MHz. Ça fait vibrer soit la tôle, soit la cuve. Évidemment, quand les ondes arrivent sur la cuve, il y a une partie qui est retournée
vers le piezo. Alors le piezo est capable d'émettre et de recevoir des vibrations et de mesurer les temps de transit. Donc il y a une partie des ondes qui arrivent sur la tôle ou le plastique qui revient vers le, comment dire, vers le piezo, et une partie qui passe à travers. Évidemment, la vitesse de passage dépend de la matière. Sur du plastique, on passe à 1900-2400 mètres secondes. En transversal, c'est-à-dire comme ça, et en longitudinal, il y a d'autres vitesses, évidemment, hein, parce que les ondes ne se propagent pas à travers, mais aussi le long de la paroi. Sur de l'acier, on est aux alentours de 3000 mètres secondes, donc ça passe beaucoup plus vite. Alors une fois que les ondes ont passé donc la première paroi, comme je disais, il y a une partie qui revient, une partie qui passe, et la partie qui passe est atténuée, elle traverse l'eau à 1400 mètres secondes, et quand elle atteint l'air, il y a une partie qui va partir de la puissance d'émission de l'onde dans l'air, et une autre partie qui va revenir pour repasser à travers la tôle ou le plastique pour être relu par le transducteur. Donc on a des temps de transit, mais en passant différentes parois, et c'est comme ça qu'on calcule un niveau d'eau. C'est le principe qu'on a sur les bouteilles de gaz et camping-car, et des fois ils vous vendent des petits transducteurs qu'on colle en dessous, et ce qui permet de mesurer la phase liquide dans la bouteille, quelle hauteur on a de gaz liquéfié dans la bouteille. C'est exactement le même principe que ça. Voilà, ça c'est... Alors pour développer ça, c'est beaucoup plus compliqué, d'autant plus qu'il faut avoir un espace adéquat en dessous, parce que évidemment ça mesure quelques centimètres d'épaisseur. Pas grand-chose, peut-être 1 ou 2 centimètres. Hein. J'ai beaucoup travaillé sur ce concept-là quand j'étais en activité pour mesurer les niveaux non intrusifs dans des gros réservoirs sous pression, en plus c'est sous pression, de liquide réfrigérant pour les installations frigorifiques, pour mesurer les niveaux dans les réservoirs. Alors c'est beaucoup plus compliqué dans un réservoir frigorifique, déjà parce que la cuve elle est arrondie, donc mettre un piezo sur une forme arrondie c'est compliqué. Mais en plus de ça, il y a dans le liquide, dans le réfrigérant, il y a des bulles de gaz dedans. Et les bulles de gaz, puisque c'est pas 100% liquide, ben ça pose des problèmes de mesure. Voilà. Donc là, c'est pareil, si on mesurait un liquide avec des bulles, hein, voilà, un niveau de Perrier, par exemple, ben ça serait carrément impossible. Voilà un petit peu le concept. Oui, c'est possible, mais c'est quand même relativement compliqué à mettre en œuvre. Par contre, ce qui est beaucoup plus simple, et que je vais vous faire voir tout de suite, c'est avec une mesure laser. Alors, puisque nous sommes dans les schémas de principe, j'ai fait un comparatif entre la détection ultrason que j'ai déjà développée et ce que je vais vous faire voir aujourd'hui, la détection laser. La différence. Le détecteur à ultrasons émet donc des ultrasons. Quand le réservoir est vide, bah, ça frappe le fond de la cuve et ça remonte, et on mesure le temps que met l'onde à descendre et à remonter. À 343 mètres secondes pour de l'air à 20 degrés, on a 1,17 millisecondes de temps de transit pour 20 cm de haut. Et quand la cuve est pleine, comme ça ici, bah, l'onde arrive, frappe le dessus de l'eau et remonte. Évidemment, la distance qui est ici dans l'air est beaucoup plus faible, hein, puisque bon, dans l'exemple là, j'ai mis 5 cm quand le réservoir est plein. Et 5 cm, et ben, le temps d'aller et de revenir, ça fait 10 cm en tout. Hein. Comme là, si on a 20 cm, ça fait 40 cm. Et ben, à 343 mètres secondes, on a 0,291 millisecondes de temps de transit. Et je vous l'ai marqué au-dessus. En secondes, ce que ça représente, c'est 0,000291 secondes.
le temps qu'il fait pour faire l'aller et retour. Il est évident que l'électronique qui est derrière doit pouvoir, entre le moment où il envoie l'onde et le moment où il écoute, le retour va être capable de mesurer à une vitesse de 0,000291 secondes. Vous voyez, c'est très rapide, et ça, c'est parce que c'est dans l'air. Alors l'idéal, si on veut être précis, c'est qu'il faudrait pouvoir mesurer la température de l'air pour corriger cette variable-là, qui est la vitesse dans l'air. Bon, on ne rentre pas dans ces caractéristiques-là, ça serait tout à fait possible hein, pour affiner les mesures, mais là, on va jouer au dixième de millimètre. Donc ça, c'est ce que j'ai développé dans ma précédente vidéo pour l'ultrason. Maintenant, concernant ce qu'on va voir aujourd'hui, le laser. Le laser, il a une particularité, c'est que quand il frappe l'eau, il n'y a pas le rebond qu'on veut, si vous voulez, pour parler simplement. Donc, on est obligé de faire un flotteur. Donc il va venir frapper sur le flotteur et l'onde, enfin le laser va rebondir, si vous voulez. Ici, je vous ai mis le schéma de ce que j'ai réalisé. Vous allez le voir, je vais vous le faire voir. En fait, c'est un petit flotteur que j'ai réalisé en impression 3D, en PLA, et il faut qu'il soit blanc, parce que la réverbération est meilleure sur du blanc que sur du noir. C'est tout bête, hein, c'est simplement un cercle d'1 centimètre d'épaisseur qui permet d'avoir une bonne flottabilité sur l'eau. Et pour que ça reste toujours en face du rayon laser, à l'axe, j'ai mis un trou, ici, et un tube pour pouvoir faire coulisser. Alors bien sûr, ça peut être tout ce qu'on veut, hein. Si vous arrivez à bricoler autre chose parce que vous n'avez pas d'impression 3D, le principe, c'est que ça flotte, qu'il y ait un axe. Moi, l'axe, je l'ai fixé sur le bouchon du réservoir, et j'ai fait en sorte en dessous que le flotteur ne tombe pas quand je mets le bouchon en place, parce que ça serait compliqué à mettre en place. Donc, le flotteur monte et descend, le laser envoie le rayon, et il est capable aussi de lire le retour. Sauf que par rapport à la vitesse de l'ultrason qui est de 343 mètres secondes, le laser va à cette vitesse-là. 299 792 458 mètres secondes. Vous voyez la vitesse que met le laser. Alors, sur le temps d'aller-retour ici, sur les 20 cm, donc 40 cm en tout, hein, 20 cm je descends, 20 cm je remonte, à cette vitesse-là, ça veut dire qu'on est en nanosecondes. Hein, 10 puissance moins 9 secondes, c'est-à-dire 1,33 nanosecondes. Tout à l'heure, je vais vous faire voir une petite règle que j'ai faite pour pouvoir avoir un ordre d'idée. Et sur les 5 cm ici, là, donc 10 cm aller et retour, à cette vitesse-là, on est en 0,344 nanosecondes. Donc il faut que l'électronique qui soit ici soit hyper rapide pour pouvoir mesurer le temps d'émission et de retour. Et donc c'est des composants, des processeurs qui sont extrêmement rapides. Hein. Je vous ferai voir le tout petit composant qui permet de faire ça, parce que le temps de mesure, il est dans le composant lui-même. Hein. Dans les 12 € de composants de tête, vous avez tout. Hein. Donc le composant lit le temps et le transmet à un ESP32. Voilà le principe. Alors, je suis toujours impressionné, et c'est pour ça que j'ai fait ce petit dessin-là, c'est pour voir un petit peu l'échelle de temps. Sur toute la longueur, là, ça représente 1 seconde. D'accord? Les ultrasons, là, j'ai remis la vitesse d'émission aller-retour pour le réservoir vide et plein, hein, donc 20 cm et 5 cm. Et ben,
on se situe ici sur l'échelle d'une seconde. Et à 5 cm, on est dans ces eaux-là. Mais si on prend le rayon laser, on est carrément ici. Oui. Donc c'est des 0,000000001 seconde 10 puissance moins 9, des vitesses incroyablement élevées. Bien sûr, c'est la vitesse de la lumière par rapport à la vitesse du son. Et toute la complexité de ces produits-là, c'est de pouvoir être précis à des vitesses aussi élevées que ça, parce que le laser est 1 million de fois plus rapide que le son. La lumière est 1 million de fois plus rapide que le son, donc il faut des processeurs très très rapides. Bon, c'est pas vraiment un problème. Quand vous achetez le composant, comme je le disais, tout est dedans. Ils ont mis ce qu'il fallait pour pouvoir mesurer des vitesses pareilles. Allez, maintenant on va regarder un petit peu plus dans le détail le montage et après le code. Je vous remets à l'écran l'affichage que j'avais mis dans ma vidéo 64 qui rappelle le concept complet que nous allons développer. Alors dans la vidéo 64, on a vu cette partie-ci et cette partie-là, c'est-à-dire la détection de 120 volts avec éventuellement la mesure de la tension et des puissances du climatiseur et du camping-car, et puis la détection du moteur en marche via APC, c'est-à-dire l'alimentation 12 volts venant de la clé de contact vers le DC-DC. Aujourd'hui, nous allons voir le capteur laser et la détection de niveau d'eau dans un réservoir avec le laser, et également l'afficheur 6 digits à 7 segments qui va afficher, si on le souhaite, le niveau, soit de la cuve d'eau propre ou soit de la cuve d'eau grise. Voilà. Donc il suffira de changer une valeur dans le code avant de téléverser pour lire soit l'un, soit l'autre, et soit la mesure laser ou soit la mesure par ultrason que nous avons déjà vue dans les vidéos précédentes. Après, dans une autre vidéo, on passera à l'affichage tactile, comme je vous ai fait voir en début de vidéo, et également la récupération de toutes les valeurs de température humidité relative à partir d'un ESP32, avec un nombre illimité de sondes qu'on affichera sur l'écran tactile. Donc maintenant, on va continuer avec le schéma de raccordement. Alors ça, c'est simple. Pour le laser, une alimentation depuis le 12 volts en 5 volts sur l'ESP, tout simplement. On alimente en 5 volts également le VL53, voilà, c'est le VL53 qui permet de mesurer le niveau laser. Donc alimentation 5 volts ici. Ici, c'est la communication. Donc le fil vert sur le pin 9 qui va sur SCL. Et le fil bleu ici sur la borne 8. Et nous avons également ici en violet un fil qui va sur la borne 10, qui n'est pas obligé d'être accordé. On peut le désactiver dans le code si on ne l'utilise pas. Et le code est déjà prévu pour le gérer. En fait, c'est un reset logiciel de cette carte-là. On ne sait pas si un jour, par exemple, la carte ici se bloque, il y a deux solutions. Vous coupez le 12 volts, enfin du moins le 5 volts sur la carte, et puis bon, ça va repartir quand vous allez remettre le courant. Ou alors, le logiciel se charge, et il dit, tiens, j'ai plus de communication entre ici et là. Dans ces cas-là, j'envoie une information sur ce pin-là, et puis ça va rebooter le VL53. Bon, là, dans mes premiers essais, je ne l'ai pas branché.
Par la suite, je vais le brancher, j'écris le code. La valeur est à -1, il faudra le mettre à 10. Hein, donc le numéro de la pin ici. Donc pin -1, ça veut dire on ne l'utilise pas. Pin égale 10, on l'utilisera, mais on reviendra là-dessus un peu plus tard. Maintenant, on va aller voir l'affichage 6 digits. Exactement le même principe. Alimentation 12 volts. Alors, il faut savoir qu'une alimentation comme ça peut alimenter plusieurs ESP. Hein. 5 volts, ça ne change pas. Et de l'autre côté, on a le pin 8 sur le CLK. Et le DIO ici va sur la pin 9. C'est tout ce qu'il y a à faire. On verra le code aussi un peu plus loin. Au niveau du... Comment ça s'appelle? Au niveau de l'ESP32, je vous ai remis les prix, hein, bien que je l'avais mis dans la vidéo 64, mais ça vous évite de retourner voir. Alors, on est à 3 euros. Alors moi, je les achète par 4. Hein. Vous avez le prix ici, je l'ai remis ici en rouge, c'est 3,6 € le processeur. Vous avez ici le détecteur de niveau laser. Alors, ils sont vendus par 3. Il y a de quoi faire. Et c'est, remarquez, si vous faites eau grise, eau usée, vous en avez déjà 2 d'utilisés. 4 € pièce. Vous voyez, c'est pas excessivement cher. Si vous rajoutez ça en dessous aux 4 €, allez, on va dire 4 et 4, 8 €. 8 € l'afficheur, 8 €. Donc si vous prenez le processeur A4, ça fait 12 € le côté afficheur avec ça. Et là-dessus, il faut rajouter, bien sûr, les alimentations 12 volts, 5 volts. Soit vous soudez tout, vous voyez, là, il n'y a pas de connecteur, ce sont des fils. Ça vous coûtera 12 € pièce, j'ai arrondi. Et si vous mettez un petit connecteur comme ça, USB-C, pour faire l'alimentation, c'est 1 € de plus. Voilà. Donc au niveau des prix, au niveau du schéma, et maintenant on va passer au code. Voici l'affichage donc du code de la mesure par laser. Alors je reste caché pour que vous ayez le code en affichage complet sur votre écran. Je ne vais pas rappeler comment installer l'interface de IDE, hein, puisque je l'ai expliqué dans la vidéo 64. Je vous invite à aller la voir si vous ne savez pas comment télécharger l'IDE. C'est relativement simple, mais je le remettrai aussi dans le descriptif PDF que je vais vous joindre avec le code. Première chose à contrôler, en venant ici, c'est qu'on est bien sur le port où c'est marqué USB. Là, c'est le port 15. Et ici, alors je vais essayer de l'agrandir un peu, voilà. Ça va aller mieux. Donc ici, j'ai cliqué sur USB port 15, parce que c'est celui qui est actif. Ici, je mets C3, parce que c'est une carte C3, et je vais aller me déplacer dans la recherche des ESP. Voilà, ESP C3 Dev Mode. Pour ESP32, c'est celui-ci, vous cochez, vous faites OK, et vous vous retrouvez ici avec le bon module et la bonne communication. Le moniteur ici. Alors là, comme ça tourne, vous avez les informations, mais vous pouvez l'afficher en appuyant là-haut. Voilà. Et il faut faire attention que vous êtes bien à 9600 baux. Je vais rétrécir cette partie-là, et on va regarder. Tout le début du code, c'est quoi? Ce sont les librairies qu'il faut installer. Alors les librairies, vous les avez ici. Voilà. Moi, je vais vous mettre ceux qui sont déjà installés sur mon PC. Vous allez pouvoir les regarder. Alors bien sûr, il y en a beaucoup plus que nécessaire, puisque dans mes différents codes, j'ai téléchargé les librairies qui sont effectivement dans l'interface IDE. Alors pour aller les chercher, il faut aller dans un module qui s'appelle... Marquez, vous pouvez même les télécharger ici, quand vous faites tout, vous les avez tous. Ceux qui sont
pas encore installés, donc quand vous cliquez ici, vous les installez, et puis vous avez ceux qui sont déjà installés. Voilà, je le remets. Et là, vous pouvez les supprimer, c'est-à-dire les enlever. C'est pas plus compliqué que cela. Donc, les librairies, et on va aller voir les différentes lignes qui sont intéressantes. Alors, la ligne la plus intéressante, c'est la ligne 31, je crois. Alors, je vais le rétrécir un peu pour que vous ayez... Voilà. La ligne 31, vous avez le numéro du camping-car. Dans toutes les interfaces avec les logiciels, moi j'ai mis que mon camping-car c'était le numéro 68. Donc vous pouvez mettre le numéro que vous voulez, mais il faut que dans tous les logiciels ESP, le repère 68 soit le même, ou 70, ou ce que vous voulez. Ça évite que quand deux camping-cars ont le même matériel et qui sont côte à côte, comment dire, les informations qui sont véhiculées en ondes radio se mélangent. Comme je suis le seul pour l'instant à avoir fait ça, c'est pas vraiment un problème. Mais par contre, il pourrait y avoir aussi un numéro de camping-car plus un code d'accès qui vous appartient. Ça permettrait de limiter les risques. En 18 ici, on va rétrécir un peu. Ligne 18 et 19, c'est le numéro que vous allez mettre ici au niveau du réservoir. Est-ce que c'est un réservoir eau propre? Dans ces cas-là, il faudra mettre 20. Si c'est le réservoir eau grise, il faudra mettre 21. Et ces chiffres-là, on va les rentrer un peu plus loin. Ligne 41, si je me souviens bien. ID, non, c'est la ligne 37. ID de l'appareil. Et bien là, j'ai mis 20, c'est-à-dire donc eau propre. Et si vous mettez ici 21, voilà, donc eau grise. Alors ça, tout ce qui est écrit en gris après les deux traits, là, ça n'apparaît pas, c'est pas utile pour le programme, c'est juste des informations. Hein. Tout ce qui est en deux traits comme ça, ou ici, ce sont des informations que je mets pour que vous puissiez bien comprendre un peu comment tout ça, ça fonctionne. En ligne 41, vous mettez le volume de votre réservoir, le volume d'eau ou d'eau usée. Ça peut permettre, quand vous avez affiché le, comment dire, le niveau sur l'écran, eh ben, d'adapter la graduation avec le volume réel. Et puis au niveau des calculs dans le logiciel, ça va permettre, à partir du niveau bas et du niveau haut, de faire une relation proportionnelle au volume du réservoir. On a un peu plus loin ici la distance mesurée par le laser quand le réservoir est vide, c'est-à-dire quand le flotteur est tout au fond du réservoir. Ben moi j'ai 214 mm. On verra ça un peu plus tard, comment retrouver cette information-là, puisque en bas dans le moniteur, qui est ici, là, on affiche les millimètres. Vous avez en 58, ligne 58 ici, moi, quand je suis à la hauteur de 55 mm, c'est-à-dire réservoir rempli, je n'ai plus que 55 mm entre le laser et le haut du flotteur, donc réservoir plein, j'ai mis 55, et avec ces trois informations-là, hauteur réservoir plein, hauteur réservoir vide et volume en litres du réservoir, eh ben, vous avez une échelle proportionnelle. Évidemment, ça veut dire que le réservoir est cubique et qu'il n'a pas des formes bizarroïdes. Bon, ça, la correction, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Le reste, bon, c'est des informations que je mets. Ligne 80, ici, ça, c'est important, il faut garder les 9006. Et ici, en bas, là où j'ai mis ma petite flèche, vous avez la vitesse de communication avec le moniteur série. Voilà, il faut que ça corresponde. Si vous voulez afficher plus vite, bah, vous voyez, ici, vous pouvez... Bon, là, je ne le vois pas, mais je vais le remonter un petit peu. Voilà. Ici, vous avez tout un tas de vitesses possibles. Bon, moi, je laisse toujours 9006. Hein. Et en ligne 89, ici,
SDA, SLC, si vous vous souvenez, ce sont les pins utilisés pour communiquer avec votre ESP32. Donc, les fils qu'on avait raccordés entre le pin 8 et le module laser, et le pin 9 du module laser, ben voilà, la correspondance est là. Si vous voulez utiliser d'autres pins, ben il suffira de changer les codes ici. Bon, c'est tout ce qu'on peut dire. J'ai encore une ligne en 117. Voilà, c'est le dernier fil que j'ai ajouté en vous disant que c'était optionnel. Ça, c'est pour pouvoir faire un reset logiciel du module laser. Si un jour vous voulez l'utiliser, moi je vais le câbler, hein. Ben, je crois que c'était le pin 10. Ben, vous mettez 10 ici et ça fonctionnera. Là, je vais mettre -1. Il ne sera pas pris en compte. Voilà. Donc, on a à peu près tout dit. Si je vais regarder les outils, il faut absolument que votre carte soit ici ESP32 et là ESP32 Dev module. C'est ce que nous avions vu juste en dessous, hein, juste avant. Le port COM15, on le rappelle ici que c'est celui qu'on avait sélectionné, mais vous pouvez en sélectionner directement ici. Un autre ici, hop là, j'ai fermé sans le faire exprès. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre dans USB, CDC, on boot, il faut le mettre en enabled. La fréquence, 160 MHz. Le core debug, en on. Après, ici, des abled, c'est les races de la flash. Flash fréquence, on est à 80. Flash mode, on est en QIO. Flash 6, on est en 4 mégabits. Après, JTAG, bon, ça, on n'y touche pas. On est en DesaBlend. Bon, après, le reste, c'est pas vraiment important. Upload speed, on est à 912 600. Voilà. Donc ça, c'est bien de contrôler, parce que des fois, vous pouvez avoir des problèmes de communication. Le téléchargement, allez, hop, je vais télécharger le logiciel. Alors, quand vous téléchargez, il faut appuyer là-haut, et bien sûr, il faut que votre câble USB soit raccordé directement à votre ESP32, hein, sinon ça ne fonctionnera pas, c'est évident. Voilà, là, on est en train de compiler. On va le laisser faire, ça met un certain temps. Et plus votre logiciel, votre ordinateur est lent, bah plus ça sera long. Voilà, là j'ai compilé. Et maintenant, on va envoyer le programme. Vous voyez, là, on envoie le programme dans le processeur. Ça s'appelle téléverser. Et voilà, c'est fini. Une fois que c'est fini de téléverser, alors je vais fermer le moniteur. Des fois qu'il ne soit pas ouvert, vous appuyez là-haut, vous le rouvrez. Je vais l'agrandir. Et vous voyez que là, alors, je vais mettre mon laser en face, le niveau du flotteur en partie basse. Voilà. Et là, vous avez la hauteur. Mesurée. Ça, c'est la partie à 0 litre, c'est-à-dire le flotteur en bas. C'est la valeur qu'il faut rentrer dans la ligne, que je me souvienne, dans la ligne 49. Ouais, c'est la ligne 49. Il faut rentrer cette valeur-là quand le flotteur il est en bas. Et si je monte mon flotteur, vous allez voir. Vous voyez, j'ai mesure la distance est de plus en plus courte. Là, je suis à 128 mm. Alors, j'ai bougé ma souris. Voilà. 128 mm. Ici, on est à 113 et avec 76 litres. Alors, ça va vite, hein, ça. Et alors, vous le montez le plus haut possible, là où quand votre réservoir est plein. Là, j'ai 53, 55 mm. Et bien là, vous rentrez en ligne 58, la hauteur en millimètres du niveau de réservoir plein. Vous voyez, là, j'ai 120 litres parce que j'avais marqué que je crois que
dans ces eaux-là, je ne sais plus quel chiffre c'était. Et là, je redescends, 123, voilà, et là, si je le mets un peu plus bas, bah voilà, là, je suis repassé à 0 litres, je suis tout en bas. Mon flotteur est tout au fond de la cuve. Voilà un peu comment cela fonctionne. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah non, vous avez tout téléchargé. Surtout bien contrôler ici que vous êtes en 9600 baux. Voilà. Pour être en concordance avec la ligne 80, vous avez rentré la vitesse de communication avec le moniteur. Là, on est bien en COM 15. Vous voyez, c'est relativement simple. Ici, là-haut, pour téléverser. Il n'y a rien d'autre à faire. Alors si jamais vous avez un petit souci de communication, n'oubliez pas de débrancher et de rebrancher votre câble USB. Contrôlez aussi que le câble USB, c'est bien un câble qui sert à la communication et pas uniquement en charge d'un téléphone ou autre, hein, parce que vous avez plusieurs types de câbles. Et à partir de là, vous avez programmé votre ESP32C3 pour pouvoir mesurer un niveau laser pour une douzaine d'euros hors alimentation 5 volts. Allez, je dirais, allez, entre 20 et 22 euros. Après, il y a un peu de fil à mettre. Et puis, il y a le flotteur à fabriquer, hein. Voilà. Donc ça, c'est pour le laser. Maintenant, je vais vous faire voir pour l'afficheur digit, 6 digits. Voici le code de l'afficheur 6 digits. C'est exactement le même principe, hein, je ne vais pas revenir dessus, hein, là, au niveau des affectations du port COM et du module dev, pour pouvoir bien configurer. Vous avez ici les librairies, hein, toujours pareil, les librairies, vous les téléchargez ici. Vous avez, donc on va aller voir, des petites choses. Alors là, c'est les deux petits traits, j'explique tout dedans. Alors c'est aussi bien pour vous que pour moi, parce que quand je me replonge dans le code longtemps après l'avoir écrit, ça me permet de me remettre les idées en place. Voilà, là c'est ligne 47-48, les pins utilisés. Voilà, par rapport au schéma électrique que je vous ai fourni. Ligne 59, vous avez le numéro du camping-car, donc si vous le changez, et vaut mieux le changer, si un jour vous venez me voir, qu'on n'ait pas le bordel entre les ondes radio. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, le type d'appareil, donc 20 ou 21, hein, c'est eau grise ou eau usée. Donc l'afficheur, si vous avez le pin 21, bah, affichera, je me souviens plus si c'est eau grise ou eau usée, et si vous avez mis le 20, et ben vous afficherez l'autre réservoir. Et vous pouvez mettre plusieurs afficheurs pour le même réservoir, à différents endroits du camping-car si vous le souhaitez, puisque en fait les afficheurs ne font que d'écouter les ondes radio envoyées par le SP32 laser. Laser ou comment dire, ultrason, hein. Ça peut être l'un ou l'autre. Après, qu'est-ce que j'ai? Alors, c'est beaucoup plus loin, je crois. Tout ça, c'est du code, du code, du code, du code. Aucun intérêt pour vous, hein, à moins que vous vouliez vous plonger là-dedans. Parce que, bon, beaucoup de lignes pour écrire pas grand-chose. Là, on a en 471, j'avais noté qu'il y avait la vitesse. Et ça, c'est... Alors, 471, voilà. Là, surtout, mettre 9600 baux, si en bas, vous avez 9600 baux dans le moniteur. Sinon, ça ne marchera pas. Je rappelle aussi qu'il faut absolument que USB-C DC on boot soit à enabled, sinon vous ne pourrez pas communiquer avec le petit processeur. La vitesse 160 MHz, bon tout ça c'est exactement la même chose, hein. Flash fréquence 80, mode flash QIO, mémoire 4 mégabits, voilà. Bon, donc ça c'est exactement la même chose. Je vais pas vous faire le téléversement puisque c'est déjà vu. On va regarder un petit peu ce que ça affiche en bas. On va agrandir un petit peu.
Voilà. Et là, vous avez donc... alors, vous voyez, en bas, ça va changer régulièrement les chiffres, vous voyez. Ça, c'est à chaque rafraîchissement, hein. Donc, vous avez le numéro du camping-car qui s'affiche, le type de réservoir, au plein, ou au gris ou propre. Bon, la version de la trame, ça, c'est pour moi. Là, les compteurs, ils s'incrémentent. Alors, moi, je mets toujours des compteurs à chaque fois que les informations sont reçues ou sont envoyées, pour pouvoir si le système y vit bien, hein. Donc ça s'incrémente. Au niveau de l'afficheur, vous verrez tactile, j'affiche aussi de temps en temps les compteurs qui s'incrémentent pour pouvoir être sûr que tout est bien rafraîchi. Mais ça, après, on peut les enlever, hein. Est-ce que la mesure est valide? Là, vous avez le volume, le niveau en pourcentage et la capacité du réservoir. Voilà. Ça, ce sont des informations qui arrivent sur l'afficheur, mais ça arrive aussi sur l'écran tactile, puisque tout le monde lit ce qu'envoie tout le monde. C'est le principe même de la communication no. Alors là, je vais bouger un petit peu le flotteur. Je le descends vers le fond de la cure, et vous allez voir, voilà, 40 litres, 28 litres, hein, 7,86%. Et là, je le remonte. Donc, je remplis mon réservoir. Je rapproche le flotteur du laser. Et là, je suis à 115 litres. 94%. Ben, c'est hyper précis. Je préfère même mieux ça que les ultrasons. Donc, par contre, il faut faire un flotteur. Ça, c'est si vous n'avez pas d'imprimante 3D, il va falloir trouver une astuce. Bon, là, on a terminé. Je vais pas vous décrire le code modifié pour le détecteur ultrason. Par contre, je vais le mettre à télécharger également si vous voulez soit faire de l'ultrason, ou soit modifier, pour ceux qui ont fait ce que j'avais décrit dans une ancienne vidéo, bah maintenant ils veulent passer à ce système-là, avec l'écran, avec les communications multiples, bah, il n'y a plus qu'à téléverser le code. Surtout au niveau du code, gardez le répertoire. Vous prenez le répertoire avec le fichier INO dedans et vous le mettez sur votre PC. Sinon, vous ne pourrez pas lancer, télécharger le fichier INO dans l'interface de développement Arduino IDE. Alors moi, je suis à la version 2.3.10 de l'IDE. Voilà pour ce qui est des codes. Il n'y a pas grand-chose à dire, c'est toujours la même chose. Voilà, CTRL plus, CTRL moins pour agrandir ou rétrécir les fenêtres. Et nous allons passer tout de suite à autre chose. Bon, bah, je vais vous montrer un petit peu la partie mécanique. L'axe que j'ai fait en PLA, le flotteur. Le flotteur, on ne peut pas aller plus loin parce qu'en partie basse, j'ai élargi un petit peu, tout simplement. Et en partie haute, j'ai ici le laser. C'est pas plus compliqué que ça. Ça coulisse. Plus je descends au fond, et ben plus je suis en bas du réservoir, et plus je monte, plus je me rapproche du laser, et le réservoir est plein. C'est pas plus compliqué que cela. Voilà. Donc c'est comme ça que ça va fonctionner, dans ce sens-là. Ici, j'ai mes fils. Là, j'ai mon ESP 32C3 avec le câble USB-C d'alimentation provisoire. Et j'ai aussi prévu ici, voilà, l'alimentation 5 volts depuis le petit transfo. Donc quand je fais les essais sur PC, je suis raccordé avec le câble. Et dans le camping-car, je serai raccordé par ces deux fils-là. Bon, pour l'instant, j'ai mis un petit connecteur comme ça, là. Ça me permet de me brancher, débrancher facilement, si je souhaite enlever le bouchon du réservoir. Maintenant, je vais vous faire voir exactement la même chose, mais sur
sur le bouchon. Voilà, le système monté sur le bouchon de trappe du réservoir, le flotteur qui monte et qui descend. Ici, je ne sais pas si vous allez voir, mais là, ouais, j'ai un trou pour évidemment que le laser qui est ici puisse passer à travers. Et ce que j'ai fait, dans cette petite pièce-là, je vais vous le mettre en SLC, hein, en dessin 3D, j'ai mis un petit verre de montre que j'ai acheté sur Amazon. Il fait 16,5 mm de diamètre. Alors au début, je l'avais mis carrément dans le fond de ce truc-là, et c'était éloigné, je dirais, de 1 cm à peu près, hein, de l'objectif qui est sur le laser, là, hein, sur la petite platine laser. Eh ben c'est trop loin, parce que si on est éloigné d'1 cm, le laser fait des reflets et ça perturbe la mesure. En réalité, il faut que le verre soit quasiment collé sur la petite LED laser, hein, celle qui diffuse. Comme ça, il n'y a pas de reflet. Il faut que ça soit collé ou à 1 mm, hein, disons. Et là, ça fonctionne bien. Alors pourquoi j'ai fait ça? C'est pour éviter qu'il y ait des projections si un jour on roule. Le réservoir est plein et qu'il y a une projection qui passe ici, ben, que ça vienne sur l'électronique du laser de l'autre côté, en mettant une petite vitre comme ça. C'est tellement petit que je suis pas sûr que vous allez pouvoir le voir. Voilà, là vous allez voir peut-être un peu mieux. Voilà. Je vous mettrai le prix, le descriptif, il existe plusieurs diamètres, et je vous donnerai aussi, alors, le dessin de cette pièce-ci, de l'axe, et ici. Bien sûr, ça, c'est adapté au diamètre interne, parce que ça rentre à l'intérieur, quasiment, quand ça monte, vous voyez. Et puis après, on redescend. Et évidemment, la distance, là, ça dépend du réservoir. Moi, j'ai mesuré d'ici, au fond du réservoir, pour pouvoir bien adapter que quand on est tout à fait en bas, ça vient reposer sur le réservoir, et après, avec l'eau, ben voilà, tout simplement, ça monte. Hein. C'est un flotteur, pas plus compliqué que ça. Faut qu'il soit blanc, sinon s'il est noir, ça va mal fonctionner. Hein. La réflexion se fait bien sur des surfaces blanches. Et le PLA, j'ai donné un coup de vernis au-dessus, y compris là-dessus, parce que le PLA, ça n'aime pas trop l'eau. Alors soit du vernis en bombe, soit de la résine époxy, hein, avec le mélange des deux produits. Là, c'est bien dur. Évidemment, faut pas trop en mettre, parce que moi, j'ai fait une épaisseur d'1 centimètre ici, avec un minimum de remplissage à l'intérieur, pour que ça soit... que le niveau de flottabilité arrive quasiment à ras de ça, hein, du haut du flotteur. Mais on peut le faire un peu plus épais si on le souhaite. Voilà un petit peu. De l'autre côté, eh ben, ici, j'ai mon ESP que je vais mettre, je sais pas si vous allez le voir, là-dedans, comme c'est creux. Et une fois que tout sera programmé, je vais le remplir de résine, comme ça bougera plus, et je serai tranquille. Alors je suis venu directement sur l'épine, voilà. J'ai mis des petits connecteurs sur l'épine, et puis avec la résine, bah, tout ça, ça tiendra. Et surtout, l'avantage, c'est que ça dépassera quasiment pas, vous voyez, du haut du bouchon. Mais après, tout dépend ce que vous avez dans votre camping-car. Et de l'autre côté, j'ai l'alimentation avec un petit connecteur. Ici, en plus, les petits connecteurs comme ça, là, il y a des boutons poussoirs pour pouvoir brancher et débrancher le fil. Donc, on débranche, on dessert le bouchon pour aller visiter le réservoir pour du nettoyage ou autre. Donc voilà, ça sera, c'est pas plus compliqué que ça. Et bien sûr, à l'autre bout, il faut l'alimentation, 12 volts, 5 volts. Voilà pour le petit flotteur. C'est simple. Et ça fonctionne. Maintenant, le petit afficheur. Alors, je vais se mettre en face.
Là, j'ai mis des litres, 83 litres. Alors, j'ai enlevé les décimales, hein, j'ai mis les valeurs absolues. P, c'est le pourcentage, 69%. Et ça va basculer 83 litres, tout simplement. Bah, après, il faut que je fasse un petit boîtier en PLA, ou vous faites comme vous voulez après pour l'adapter. Les fils au bout, bah, j'ai quoi? J'ai mon petit ESP32C3, et encore au bout, l'alimentation 5 volts. Et là, toujours pareil, je suis branché sur une prise USB, hein, vous choisissez, soit vous mettez une alimentation avec une prise USB comme ça dessus, soit vous allez directement sur une alimentation 5 volts filaire, comme j'ai expliqué. Ça c'est bien pratique, vous pouvez mettre ça dans une petite boîte de dérivation à côté, et puis ça fera l'affaire. Alors moi ça je vais le mettre à côté de mon remplissage d'eau. Alors faut savoir que moi le remplissage d'eau, j'ai l'avantage d'avoir une trappe pour pouvoir, où il y a la batterie et le bouchon de remplissage, mais ça vous pouvez le mettre où vous voulez, vous pouvez en mettre un pour les eaux propres et un autre pour les eaux usées. Je me répète. Voilà. Et si vous voulez pas mettre ce genre de choses, c'est pas grave. Vous pouvez également l'afficher sur le petit écran comme ça. Alors ça, je vous donnerai dans une prochaine vidéo tout le code. Voilà. Là, vous passez soit de l'un à l'autre en mettant 20 ou 21 dans le code de l'émetteur. Et la graduation que vous voyez sur le côté, bah, là j'ai marqué 120, c'est 120 litres, et ben si vous aviez mis 80 litres ou 140 litres, bah, ça serait adapté automatiquement. Et je répète, en cliquant sur les... Voilà, là j'ai la température de soufflage de mon gasoil, j'ai le lanterneau, j'ai... température dans le congélateur, évidemment c'est pas dans le congélateur à l'heure actuelle, ils sont pas trop loin de moi. Voilà, le réfrigérateur, l'arrière du frigo, la salle à manger, l'évaporateur. Donc c'est les... Je mets en fait celui-ci entre les ailettes dans le réfrigérateur, et comme ça, ça me donne une idée de la température d'évaporation. Voilà. La température de soufflage de la clim. Donc avec la différence de température entre le soufflage de la clim et la reprise d'air de la chambre, puisque mon climatiseur est dans la chambre. Vous voyez ici, j'ai toutes les caractéristiques de l'air, et je peux avoir la puissance, la reprise de la chambre, voilà. Les différences d'enthalpie me donneront les puissances frigorifiques. Ça, c'est sur le 220 volts. Bon, allez voir la vidéo là-dessus, vous allez comprendre comment tout ça, ça fonctionne. Ça permet, ici, de calculer la puissance instantanée de froid, la consommation du climatiseur. Ça me donnera le COP, hein, le coefficient de performance énergétique, et puis ça me donne aussi la quantité d'eau condensée, c'est-à-dire la quantité d'eau qui coule de l'évaporateur, de la climatisation, et qui part sur le toit du camping-car si vous avez un climatiseur de toit. Mais si vous n'avez pas un climatiseur de toit ou un climatiseur de soute, hein, c'est exactement la même chose, avec les différences des caractéristiques de l'air entrée-sortie du climatiseur et le débit d'air. Vous pouvez connaître la quantité d'eau qu'il est possible de récupérer et d'éventuellement renvoyer dans le réservoir d'eau propre après un petit filtre. Et bien sûr, pour pouvoir le boire, si vous le souhaitez boire l'eau du réservoir, il faut filtrer avec du charbon actif, il faut désinfecter avec des UV, et il faut en même temps rajouter des minéraux, une cartouche de minéral pour pouvoir, parce que là l'eau, c'est de l'eau que vous pouvez utiliser dans les fers à repasser, hein. Donc il faut faire un complément de minéraux. Voilà. Donc on va pas tarder à s'arrêter. Je vais conclure après concernant ce petit développement.
Conclusion. Sous la vidéo, je vais vous mettre un lien pour télécharger toute la documentation. Je vais faire un PDF. Je vais vous mettre le lien pour télécharger l'environnement IDEO pour pouvoir récupérer les programmes et les mettre dans les petites puces électroniques ESP32. Je vais vous mettre aussi pour chaque programme un petit dossier avec un fichier .ino à la fin. Il faut absolument garder le dossier qui est lié avec le fichier, sinon vous ne pourrez pas ouvrir le fichier. Il vous dira que il n'a pas le dossier adéquat, il n'est pas mis dans le bon dossier. Dans ces cas-là, vous recréez le dossier avec le même nom que le fichier, vous le mettez dedans et puis ça fonctionnera. Je vais vous mettre les fichiers STL, évidemment, pour l'impression 3D, si vous n'en avez pas, ça va être un peu compliqué, il va falloir trouver des astuces. Et puis bon, bah globalement, on a fait le tour pour cette partie-là. N'hésitez pas à m'écrire, à me poser des questions, j'y répondrai, peut-être pas tout de suite, mais je fais un maximum pour répondre à tout le monde. Et la suite, ça sera, je pense, l'écran par lui-même. Et si c'est pas l'écran, ça sera la lecture de toutes ces sondes-là, avec ou sans humidité relative. Lecture qui se feront au fil de l'eau et qui s'afficheront sur l'écran tactile que je viens vous de faire voir. Voilà, donc je m'arrête là, la vidéo a encore été certainement très longue, et puis je vous dis au prochain développement, portez-vous tous bien.